Si vous suivez mon travail, vous savez que j'ai un dada concernant cette fameuse loi naturelle des cycles. Tout est cyclique dans la nature. Quand vous êtes perdu, l'idée c'est d'observer effectivement comment fonctionne la nature pour découvrir des lois fondamentales qui sont applicables sur tout le reste. Alors la vie des hommes est évidemment calquée sur cette loi fractale, hein. Ce que l'on observe dans la nature est valable pour nous, et c'est évidemment valable pour les organisations humaines. C'est-à-dire que tout ce qui naît au début d'une belle idée, avec beaucoup d'efforts et de sacrifices, eh bien finit par perdre de sa substance, dégénérer et disparaître. C'est à l'image de l'homme hein, qui, de sa conception jusqu'à sa mort, eh bien suit une courbe naturelle. Au début, vous êtes en pleine croissance, vous apprenez, vous êtes dans la force de l'âge, et ensuite, eh bien, vous décroissez physiquement jusqu'à laisser votre place à un nouveau cycle. Alors, quand on observe un petit peu les organisations humaines, il suffit de prendre trois exemples que j'aime bien personnellement. Alors, on a la religion, on a la politique et puis les arts martiaux, qui est mon domaine de prédilection. Eh bien, on peut appliquer cette loi et observer, bien évidemment, cette fameuse loi des cycles en mouvement. Alors quand on observe la religion, à la base on part évidemment d'une idée, on part d'un homme hein, qui a une connexion, on va dire, particulière entre guillemets avec le divin, c'est-à-dire il a compris certaines choses, notamment comment fonctionnait le monde, et puis il a peut-être redécouvert certaines choses, hein. Toutes les traditions du monde présentent des cas quasi semblables entre guillemets d'initiés, donc de gens qui ont hérité de certaines connaissances ou alors qui les ont redécouvertes, et puis qui à un moment donné prêchent une bonne parole. Alors si on prend le christianisme, eh bien évidemment on a la parole du Christ, hein, ce message, si on s'en tient effectivement aux Écritures et ce qui a été rapporté, on a effectivement quelqu'un qui un éveillé qui a décidé à un moment donné de prêcher entre guillemets une parole de paix et d'amour. Alors ça c'est la vision de départ, c'est l'origine, hein, où ça part d'une belle idée, ça part. Alors évidemment on sait comment il a terminé, le pauvre, hein, parce qu'évidemment ça dérangeait certaines personnes. Et puis à un moment donné le message il a été repris, amplifié, récupéré, organisé. Et puis on a une forme d'administration qui s'est mise en place. Hein. Au début du catholicisme, eh bien les chrétiens étaient maltraités. Et puis après l'édit de Constantin, quand la religion chrétienne s'est imposée, quand il y a eu des conciles qui sont mis en place pour organiser le truc, et que c'est devenu un instrument de pouvoir, on a vu exactement la même chose. C'est-à-dire si vous n'étiez pas chrétien, vous n'aviez pas accès aux postes les plus importants dans l'administration du moment, à partir du IVe siècle. Donc on a un dogme qui s'est organisé, qui s'est mis en place. Alors évidemment, il y a une part de la substance d'origine qui subsiste dans le message, certes, mais en attendant, ça devient une force politique, puis on aboutit à des choses comme les Borgia, par exemple, hein, qui avaient des mômes, qui faisaient la guerre, qui a une famille qui a donné des papes, hein, qui vivaient dans le siècle. On peut pas dire le contraire, hein. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe l'héritier de tout ça, hein, le pape, qui vient faire son petit sketch dans nos pays en nous disant que effectivement il faut faire preuve d'amour, accepter toute la misère du monde qui envahit nos côtes. Et puis évidemment il prêche une bonne parole, il prêche une parole d'amour, d'entraide, etc. Alors c'est quand même assez marrant parce que quand on a visité déjà Saint-Pierre de Rome, la première chose qui saute aux yeux, c'est pas vraiment la pauvreté, hein, ça pète d'or. Vous avez des œuvres d'art qui sont, on va dire, inestimables, hein, et donc il y a une richesse fabuleuse. Alors j'imagine bien que au niveau du Vatican, on doit avoir un parc immobilier assez important, et j'ai pas l'impression, à mon avis, hein, ça doit être géré de main de maître, hein, je n'ai pas l'impression que les gens qui, on va dire, habitent ces appartements puissent squatter sans payer. Donc c'est toujours la même chose, on a affaire à une bande on va dire, on est dans une forme d'élitisme, hein, et des gens qui se reposent sur des dogmes, sur des systèmes qui sont constitués depuis des siècles, et qui viennent vous prêcher une bonne parole, qui sont incapables de mettre en œuvre, hein. C'est la même chose que tous ces milliardaires qui se déplacent en yacht ou en jet privé et qui viennent expliquer à Gérard Gilet Jaune que c'est pas bien parce que lui il roule en diesel et qu'il va niquer la planète, hein.
Alors sa femme Janine, bon bah elle écoute tout ça, alors forcément elle fait le tri sélectif, hein, elle a l'impression de participer un petit peu, mais bon tout ça c'est de la poudre aux yeux. Donc voilà, au niveau de la religion, on en est là. Pourquoi? Parce que eh bien, le système, il est fait par des hommes et que les hommes sont corruptibles, hein, et qu'une fois que le système, on va dire, de pouvoir s'est organisé, il y a quand même des gens qui rentrent un petit peu là-dedans, qui en prennent le contrôle et qui voient parfaitement l'intérêt qu'ils ont à pouvoir mettre le système à leur service. Donc, quid du message d'origine, de cette substance d'origine, bah, elle subsiste un peu, hein, mais elle tend à s'étioler et puis on s'éloigne évidemment de plus en plus de la pureté originelle et puis on s'approche de plus en plus effectivement de l'effondrement et du pourrissement de l'organisation humaine, hein, voilà. Alors quand on prend la politique, bah alors là c'est pas mieux, hein, parce que on va dire que au début d'un système, on a des gens qui se battent. Si on prend par exemple les États-Unis avec les pères fondateurs américains, le pays, bon, ça n'a pas été simple au début d'organiser un idéal de liberté en s'affranchissant de la couronne britannique. Il y a des gens qui ont souffert. Quand on lit les lettres laissées par des gens comme John Adams, je crois, qui a évidemment souffert du froid dans un hiver terrible au moment de la révolution US, il l'a dit expressément. J'espère que nos descendants eh bien, feront l'effort de conserver cette liberté qu'on leur offre parce qu'elle nous a coûté cher, elle nous a coûté très très cher. Et puis, bah, au fur et à mesure des années, une fois que le système s'installe, alors on conserve le message d'origine. Hein, quand on voit les US, eh bien, c'est le The Land of the Free, hein, c'est le pays de la liberté, soi-disant. Mais dans les faits, qu'en est-il? Eh bien, au début du XXe siècle, au tournant du XXe siècle, ils se sont fait niquer aussi. On a eu l'installation d'une banque centrale. Ce que les pères fondateurs américains avaient toujours rejeté, c'est-à-dire la taxation directe, eh bien, c'est imposé. On a eu un impôt sur le revenu. Et puis aujourd'hui, quand on voit l'IRS, hein, c'est le fisc américain qui a embauché dernièrement 85 000 personnes avec la possibilité de porter une arme, hein, pour aller chercher et ponctionner encore cette pauvre classe moyenne qui est tondue à longueur de journée. On se dit que l'idéal de liberté d'origine, il est un petit peu loin. Bien évidemment, et tout ça, bah, quand on a cette observation de base, on s'aperçoit qu'on a affaire à un grand théâtre, évidemment, où les oppositions sont quasiment toutes contrôlées, et puis bah, l'idéal, il est toujours agité, hein, comme un étendard, mais dans les faits, on se rend compte que eh bien, c'est plus tout à fait la même chose. Des pays qui sont soi-disant démocratiques, regardez par exemple au Québec dernièrement, ils ont voté une loi pour la prochaine pandémie. Rendez-vous compte, hein, il s'offre la possibilité juridique eh bien, de vous vacciner de force si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pour le bien de la population, on est évidemment d'accord. Alors, ils sont garantis quand même, ces fameux politiques, hein, dans un petit article, la possibilité comment dire, de se laver les fesses avec tout ça, parce qu'effectivement, ils ne seront pas tenus responsables en cas de problème. Parce que comprenez-vous, ils auront mis en place l'obligation qui est prévu par la loi pour le coup, en toute bonne foi. Voilà. Donc s'il y a des problèmes derrière, hein, c'est-à-dire si dans les années qui viennent, on voit qu'il y a des soucis liés à des produits qui sont pas tout à fait catholiques et qui créent des effets secondaires problématiques, eh bien, ils ne seront pas tenus juridiquement responsables. C'est magique. Hein. Alors quand on observe la France, c'est exactement la même chose. On voit effectivement que les gens qui sont censés être dans une opposition on va dire, moi j'appelle ça une opposition de façade, puisque c'est une grande pièce de théâtre, chacun a son rôle, mais la machine, elle, avance toujours dans la même direction. Eh bien, ces gens-là ne sont jamais là quand il faut. Hein. Là, je regardais là le vote sur le RSA et l'obligation de travail pour les gens qui touchent cette indemnité de 15 heures. Bon, ben, en fait, ça va être effectivement un esclavage moderne, encore pire que celui d'avant. Alors, je défends pas, comment dire, je pense que c'est un système qu'il faut revoir de fond en comble. Hein. C'est difficile de porter un jugement en porte-pièce. Évidemment, il y a des gens qui fraudent, ça c'est clair. Il y a des gens qui en profitent largement, mais il y en a d'autres qui en ont vraiment besoin pour vivre. Hein. Et là, forcer des gens à travailler en étant payé 600 balles par mois, ça pose problème quand même. Hein. Alors ceci dit, chacun est censé jouer son rôle, mais en fait on voit quand même qu'il n'y a pas eu d'opposition, donc les gens sont... Je crois qu'il y avait 4/5 des députés qui n'étaient même pas présents pour voter le truc. Alors c'est exactement du même ressort que lors du vote, rappelez-vous, pour le passe-passe, hein, je crois, hein, où on était en train de supprimer nos libertés fondamentales, les mecs étaient même pas là pour le voter. Forcément, parce qu'ils sont pas concernés eux-mêmes. Hein, donc bon, voilà, je veux dire,
l'histoire du RSA, ces gens-là s'en foutent. Quand on voit ce qu'ils prennent mensuellement, plus les avantages en nature, sans réellement bosser, c'est sûr que ça les concerne pas. Et l'histoire du pass vaccinal, c'est exactement la même chose. Eux ne sont pas concernés. Donc, quelle est la représentation réelle du peuple là-dedans? Alors, à la base, on sait très bien qu'il y a un système qui est mis en place dans la souffrance par des gens qui y croient vraiment. Et puis après, eh bien, il est récupéré par des gens qui l'infiltrent, tout simplement, et qui mettent le système à leur service, et puis qui finissent par aboutir à une dégénérescence, forcément, du système, jusqu'à, à un moment donné, son pourrissement. Alors, vous allez prendre des arts martiaux, ben, c'est exactement la même chose. À la base, on a des gens qui ont des qualités martiales, donc des qualités liées à la guerre, des guerriers, et puis qui, à un moment de leur vie, parce que l'environnement le favorise, eh bien, trouvent le moyen d'utiliser ce qu'ils savent faire comme un outil pour s'élever spirituellement. C'est ça la spécificité des arts martiaux d'Extrême-Orient, c'est d'utiliser des arts guerriers, des arts qui sont destinés à donner la mort pour s'élever spirituellement. On a des guerriers comme Musashi, par exemple, qui était un samouraï du XVIe siècle, qui n'était pas un rigolo, il a quand même tué son premier opposant sur un champ de bataille à l'âge de 13 ans. À l'époque, quand on dégainait le sabre, c'était pour trancher, hein, c'était pas pour s'agiter sur les réseaux sociaux en montrant et en voulant montrer que l'on a la plus grosse, hein, c'était effectif. Et donc, à la fin de sa vie, eh bien évidemment, il s'est orienté vers quelque chose de plus spirituel, mais les exemples sont légion. Alors, évidemment, c'est des messages qui sont intéressants. Tous ces systèmes qui sont mis en place à un moment donné évoluent. On sait très bien que les arts martiaux d'Extrême-Orient ont évolué vers des sports. Hein. Évidemment, les maîtres fondateurs au 19e, 20e siècle ont observé ce qui se passait en Occident, et puis s'en sont inspirés. Alors ils ont conservé le message d'origine, mais au fur et à mesure de l'évolution, eh bien on s'aperçoit qu'une fois de plus, tout ça est vidé de sa substance. Aujourd'hui, on a affaire à des arts qui sont essentiellement soit de la gymnastique suédoise d'un côté, ou alors c'est des supports, on va dire, sportifs et compétitifs, hein, compétiteurs, c'est destiné à former des compétiteurs pour gagner des médailles. Mais quid de l'élévation spirituelle et du vrai truc, hein, parce que l'élévation spirituelle repose quand même sur un fond qui reste toujours le même, qui est physique, cette notion de vie et de mort, c'est pas des choses qui sont abstraites, donc on n'est pas dans de la spiritualité de bazar vide de sens, hein, on a affaire vraiment à des choses très factuelles, et les prises de conscience qui naissent de ce genre de choses, eh bien elles sont puissantes. Et malheureusement, avec une gesticulation sportive, eh bien, on s'aperçoit que, encore une fois, la plupart des fédérations, finalement, sont dirigées et capturées par des gens qui, comme pour la médecine en France, hein, sont obnubilés par le chiffre. Voilà, l'idée, c'est effectivement de rameuter le maximum de monde, d'en faire une auberge espagnole, et puis d'attirer, encore une fois, un maximum de pratiquants qui vont payer le droit de pratiquer la fameuse discipline, et on vide de sa substance quelque part, eh bien, une belle idée à la base. Alors ça, j'ai l'impression que finalement, c'est inexorable quand on prend ces trois secteurs et puis qu'on analyse comme je viens de le faire. Malheureusement, l'évolution est inexorable. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à cette fameuse loi des cycles et que, eh bien, c'est destiné. Nous, en tant qu'observateurs, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de se repérer dans ce cycle, savoir où on est effectivement dans le cycle. Et n'oubliez pas qu'à la fin du cycle, eh bien, il n'y a que des faux semblants, il n'y a que de l'hypocrisie, et puis du Canada Dry. Alors, on a l'impression de pratiquer ou d'adhérer au vrai truc, mais en fait, ça n'est que du Canada Dry, c'est-à-dire ça a l'apparence et la couleur de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool, hein. Ça reste une boisson soda bourrée de sucre, hein, pour les plus anciens qui connaissent la pub. Voilà. Donc, nous, en tant qu'observateurs, on doit effectivement observer ce cycle global, savoir où on se situe par rapport à ce cycle, et ensuite savoir où on se situe soi-même. Est-ce que j'ai envie de pratiquer une sorte d'ersatz vide de sens, ou alors est-ce que j'ai envie de revenir aux sources et de comprendre vraiment les bénéfices que je peux avoir à pratiquer un vrai truc, hein. C'est-à-dire, si j'ai un message, je veux m'inscrire dans un message religieux, il faut peut-être revenir aux sources, à l'origine, pour capter l'essence, plutôt que ce que c'est devenu à la fin du cycle. Si je m'intéresse, entre guillemets, à la politique, et tout le monde
devrait s'y intéresser un minimum. Alors je ne parle pas de gauche ou de droite ou de choses comme ça, mais de concepts fondamentaux liés à la place de l'individu au sein du groupe. Qu'est-ce qui fait une civilisation? Qu'est-ce qui fait que l'on puisse coopérer tous ensemble pour créer de la richesse? Eh bien, c'est la liberté, c'est la capacité à s'épanouir en tant qu'individu au sein du groupe. Donc des concepts comme cela, ce qui permettrait d'avoir une lanterne rouge qui s'allume très très fort quand on essaye de nous coincer en nous volant effectivement ce qui fait la richesse bien, de nos organisations entre guillemets démocratiques, c'est cette liberté individuelle sans laquelle rien n'est possible. On a vu ce que ça a donné à la période communiste, et à d'autres périodes de l'histoire où une bande de baltringues veulent s'approprier le pouvoir, en user et en abuser. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est fondamental. Et ensuite, quand on parle des arts martiaux, quand on parle de ces activités psychophysiologiques, quelque part, qui sont destinées à développer de réelles capacités physiques, mentales, mais également servir de socle à une spiritualité forte, est-ce que ma pratique et l'orientation de ma pratique actuelle au sein d'un cadre, entre guillemets, administratif, favorise ce genre de choses? Donc encore une fois, un travail personnel pour revenir aux origines et puis bien étudier le truc pour savoir ce que l'on pratique et ce que l'on veut dans la pratique. Voilà. Parce que malheureusement, avec cette fameuse loi des cycles, on aurait quand même deux options. C'est-à-dire qu'à la fin du système, on pourrait effectivement espérer une réforme, comme ça se passe des fois dans les grandes entreprises. Si on prend par exemple la Wells Fargo, qui était à l'origine une entreprise de diligence qui transportait du courrier, ils ont quand même réussi à se réformer pour devenir une des plus grosses banques américaines. Bon, c'est juste un exemple, mais dans la majeure partie des cas, malheureusement, il faut observer un truc, c'est que les systèmes n'arrivent pas à se réformer, ils se vident de leur substance et ils finissent par s'effondrer d'eux-mêmes. Avec perte et fracas, très souvent parce que les gens qui le composent n'ont pas envie de voir disparaître leur gagne-pain, leur pouvoir, etc. En attendant la naissance de quelque chose de nouveau sur la base d'une essence et d'une substance, encore une fois, originelle et beaucoup plus pure. Voilà, c'est tout ce que l'on peut espérer. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ces réflexions du week-end. C'est toujours intéressant d'échanger. Moi, j'essaye de prendre un maximum de distance par rapport à tous ces systèmes, ces organisations, justement, encore une fois, pour savoir comment me positionner dans le cycle global de l'époque, il y a l'époque, et comment me positionner à titre personnel par rapport à ce en quoi je crois et ce pour quoi je lutte. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.